Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Bascule, l'émission qui se demande comment et pourquoi vous êtes devenu ce que vous êtes devenu. Je m'appelle Simon et je suis coach spécialisé en reconversion professionnelle et en entrepreneuriat. Pour faire simple, je vous aide à avoir un travail au service de votre vie et non une vie au service d'un travail. Dans cet épisode, je reçois Rémi Lac, une personne que j'ai rencontrée dans un mastermind et on a rapidement accroché. Rémi a quitté un boulot que tout le monde aimerait avoir. Un bon salaire, des perspectives d'évolution intéressantes et une bonne ambiance entre collègues. Mais c'était pas ce qu'il faisait vibrer. Lui, ce qu'il faisait vibrer, c'était créer. Mais comment vivre de sa créativité quand on doit rembourser un prêt et élever 2 filles en bas âge seul? C'est ce que vous allez découvrir aujourd'hui. Bon épisode! Salut Rémi, merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ouais, merci Simon pour cette interview. Alors, je m'appelle Rémi Lac, j'ai 38 ans là, à l'heure où je te parle. Ok. Et, en parcours, j'ai fait une école d'ingénieur et après j'ai intégré plusieurs boîtes, 3 essentiellement. J'ai fait 15 années de salariat. Et en octobre 2021, j'ai lancé ma propre activité qui consiste à accompagner les personnes passionnées d'aquarelle, donc c'est une technique de peinture, à se réaliser, à créer des aquarelles qui sont magiques et envoûtantes, qui communiquent de l'émotion. Ok. Tu me disais qu'avant, tu avais fait donc des études d'ingénieur, 15 ans de salariat. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu là-dessus? Tu faisais quoi concrètement? Ouais, alors j'ai fait des études d'ingénieur plutôt généralistes. Je Ok. suis arrivé sur le marché du travail, j'avais 22 ans. Et là, j'ai intégré une boîte énorme, Schneider Electric, plus de 100 000 salariés et D'accord. sur un poste technico-commercial. Ok. Parce que Schneider avait racheté une boîte qui s'appelle Merten, une boîte allemande, et qui était spécialisée dans la domotique et l'imotique. En gros, c'est l'automatisation du bâtiment, avoir un écran tactile. Donc, à l'époque, c'était assez avant-gardiste, hein. Avoir un écran tactile pour pouvoir baisser tous les stores, les remonter à une Ok. certaine heure. S'il y a trop de vent, tu remontes les stores pour les protéger. À une certaine heure, quand il y a trop de luminosité, tu éteins la lumière. Et tout ça, ça pouvait remonter sur un téléphone, sur un ordinateur, etc. Donc, je me suis formé techniquement là-dessus. Et ça, Mhm. quelque part, c'est ma formation initiale. Il m'a Ok. permis de mettre le pied là-dedans, mais je voulais aussi avoir plus de contacts plus de relations avec les gens. Et pour ça, il y avait un aspect commercial. Mhm. J'arrivais comme technico-commercial, je n'avais pas de portefeuille client, je n'avais pas un métier de commercial à proprement parler, mais j'accompagnais les commerciaux en tant qu'expert sur ce domaine de domotique-imotique. Ok, d'accord. Ouais. Ouais, c'est ce que mon père faisait avant, quand il était encore salarié, avant sa retraite. Et du coup, c'est pratique parce que je viens de comprendre, du coup, le boulot de mon père. Ouais, voilà, ouais, du coup, c'est Ok. ça. Et alors, les objectifs n'étaient pas les objectifs des commerciaux, c'était plus des objectifs de faire en sorte de former les commerciaux, prêcher la bonne parole en interne pour que eux-mêmes soient convaincus, parce que comme c'était une nouvelle offre, ce qui Mhm. se passe, c'est que on va naturellement dans notre zone de confort. Et quand tu as Ouais. l'habitude de vendre, Schneider Electric, leur cœur de métier, c'est les disjoncteurs. À l'époque, hein, c'était plutôt les Mhm. disjoncteurs, les automates, etc. Et quand tu as l'habitude de vendre des disjoncteurs et des tableaux électriques, tu es un peu frileux sur une nouvelle activité Ouais, qui est carrément. naissante, Mhm. qui est, sur laquelle on ne comprend pas trop. C'est de l'informatique. Ouh là là, mais l'informatique, c'est un métier d'électricien. Donc, quelque part, c'était un peu disruptif. Et du coup, il y avait un gros travail de sensibilisation en interne à faire avant même de sensibiliser les clients. Et moi, mes objectifs étaient plutôt de ce côté-là. Donc, c'était sympa. Et c'est là que j'ai commencé à, à avoir cette fibre pédagogique Mhm. qui m'a suivi pendant tout mon parcours. Alors, quand j'étais en école d'ingénieur, j'avais donné quelques cours de maths à domicile et je voyais que ça se passait très bien. Euh, Ça se passait très bien avec les enfants. Alors qu'avec d'autres professeurs particuliers, visiblement, ce n'était pas forcément le cas. Avec les parents aussi, le contact passait extrêmement bien.
Après, j'avais aussi un diplôme qui était dans les tuyaux. Donc, je pense que ça rassurait aussi les parents de se dire, ah oui, donc c'est quelqu'un qui a fait prépa, machin, etc. Donc, il ne doit pas être mauvais en maths. Et du coup, je pense que ça aidait. Mais je voyais bien que le contact passait très, très bien avec tous les types de parents. Et du coup, j'ai commencé à. J'ai fait ça pendant 3 ans à peu près chez Ok, Schneider ouais. Electric. Et après, donc, je suis arrivé en 2006. Et en 2010, début 2010, j'ai fait une bascule. C'est le nom de mon podcast. En fait, pendant mes pérégrinations sur ces 3 premières années dans le monde professionnel, j'avais rencontré une personne avec qui je m'entendais super bien, ce qu'on appelle un intégrateur. Ce sont ces personnes-là qui vont sur les chantiers et qui paramètrent ces fameux outils qui vont monter, descendre les stores, allumer, éteindre l'éclairage automatiquement. Il fallait un petit logiciel, etc. Et donc, j'avais rencontré cette personne qui s'appelle Alexandre et qui m'avait à un moment proposé à la fin de les rejoindre dans cette petite aventure parce que dans cette grande aventure, mais en petit comité parce qu'ils étaient 5 à Oui, ok, l'époque. ouais. Et donc, en gros, je me suis retrouvé confronté à un choix entre une carrière dans une énorme boîte de plus de 100 000 salariés, où en gros, tu es un matricule, mais en même temps, les personnes, j'avais quand même tissé des liens forts avec certaines personnes dans l'entreprise. Et cette aventure plus risquée, entre guillemets, à la limite de l'entrepreneuriat, parce que là, pour le coup, j'allais avoir mon portefeuille de clients, j'allais être responsable d'un chiffre d'affaires, j'allais devoir développer l'aspect commercial assez fortement. Et, et j'ai dit oui. Donc en Ok. 2010, j'ai rejoint, c'est un petit bureau d'études électriques situé en région parisienne aussi. Et j'ai fait ça aussi pendant 3 ans, où là, j'ai navigué, j'ai invité des clients à déjeuner. Enfin bon, bref, j'ai vraiment beaucoup plus eu la casquette du commercial en même temps que la casquette de l'intégrateur. Et ouais, j'ai fait ça pendant 3 ans. Et en 2013, j'ai un pote que je m'étais fait chez Schneider Electric, avec qui j'étais resté en contact, un de mes meilleurs potes, qui avait intégré une entreprise qui s'appelle Mitsubishi Electric, qui vend des pompes à chaleur pour faire du chauffage et de la climatisation à faible coût énergétique. Par exemple, pour 1 euro d'électricité, eh bien, c'est comme si tu avais 5 euros de chauffage. Ok, Donc, ouais. ouais, tu fais quand même de sacrées économies et pour le même niveau de chauffage chez toi. C'est ça qui était super intéressant dans cette technologie. Et il avait intégré le département marketing et il cherchait quelqu'un dans le marketing. Et donc, il m'a appelé, il a pensé à moi, il m'a dit, on veut développer la gamme domotique, imotique chez Mitsubishi Electric, donc comment contrôler les pompes à chaleur à distance, etc. J'ai pensé à toi, est-ce que ça t'intéresse? Et donc, j'ai dit oui, parce que je m'étais rendu compte que chez Schneider Electric, j'avais développé l'aspect technique et un peu pédagogique. Ensuite, dans le petit bureau d'études, j'avais développé l'aspect commercial et aussi pédagogique parce que du coup, je commençais à donner des formations sur la domotique imotique auprès des installateurs électriciens et j'en ai formé plus de 1000. Et ça m'a aussi conforté dans le fait que la pédagogie, j'aimais vraiment ça et j'étais pas mauvais là-dedans. Et après, chez Mitsubishi Electric, je me suis rendu compte que intégrer le département marketing, ça m'intéresse parce que le marketing, c'est quelque chose que je ne connais pas trop. Ouais. Et donc, ça me permettait de développer aussi ces compétences-là. Et je me suis rendu compte que le marketing, c'était aussi beaucoup de pédagogie, mais à une échelle assez importante, beaucoup plus grande que celle d'un commercial qui a un portefeuille client dans une région donnée. Et donc, j'ai fait ça. Alors là, pour le coup, je suis resté longtemps, de 2013 à 2021. Ouais. Ok. Donc, Presque 8 10 ans. ans, quoi. Ouais, c'est ça, je suis resté 8 ans. Et là, j'ai fait en gros 2 carrières là-dedans.
une carrière dans le marketing et une autre carrière qui a duré 3-4 ans dans la gestion de projets informatiques. Ok. Ouais. Mais, mais du coup, enfin, parce que je vois comment tu t'es retrouvé dans le pôle marketing de l'entreprise, mais euh, parce que à la base, c'est pas du tout ce pourquoi tu étais destiné. Le marketing ou la Ouais. gestion de projet informatique? Le marketing. Ouais, c'était pas du tout ce à quoi j'étais destiné, mais en fait, à chaque fois que j'ai changé de poste, eh bien, je me suis raccroché à des compétences que je possédais déjà Mhm. et j'ai ensuite étendu à une nouvelle compétence que j'ai pu acquérir. Par exemple, comment j'ai intégré Schneider Electric, c'est parce que j'avais une formation d'ingénieur technique Ouais. et il fallait de la technique, mais je voulais développer l'aspect commercial. Mhm. Ensuite, j'ai intégré le bureau d'études parce que j'avais cet aspect commercial, mais je voulais le développer encore plus, avoir mon portefeuille de clients. Et là aussi, j'ai développé encore plus l'aspect pédagogique, puisque un des, un des, comment dire, une des activités que j'avais, c'était la formation, des formations que je dispensais. Et donc ça, c'était une source de revenus pour l'entreprise. Et du coup, ça, je l'ai développé aussi Mhm. beaucoup plus fort. Et quand j'ai intégré Mitsubishi Electric, c'était parce que j'avais cette compétence de domotique, imotique sur laquelle je me suis appuyé pour aller du côté du Mhm. marketing. Ok. Euh, du coup, avec le recul, tu sens qu'à chaque fois, il y a une forme de, enfin, dans ce que tu me dis, à chaque fois, tu passes d'un job à un autre, dans le but d'une vraiment une réelle progression, d'étendre du coup tes compétences, étendre un petit peu, je vais pas dire ton pouvoir, mais au sens, tu vois, un petit peu comme dans un jeu vidéo, où du coup, t'as ça, t'as acquis cette compétence, mais du coup, dans le boulot dans lequel t'es, tu ne peux pas acquérir une nouvelle compétence, du coup, tu dois changer, etc., etc. Ouais, c'était ça. Et je pense qu'au fond, tout part d'une peur. La Ouais. peur de ne pas être assez, la Mhm. peur de manquer, la peur que tout s'écroule. Ça, Ok. en fait, j'ai vécu, et je le vis toujours avec cette peur-là. Sauf qu'aujourd'hui, la différence, c'est que je l'ai conscientisé. Mhm. Alors qu'avant, c'était plus, oui, mais une fuite en avant. Ouais. J'avais toujours l'impression, bah non, mais il faut le prochain truc qui me permettra de Mhm. me sentir enfin apaisé, enfin serein, enfin assez. Ok, ouais. Et, et en fait, à l'époque, c'était pas du tout aussi clair dans ma tête que je vivais dans cette peur. Et au fond, en fait, cette peur, ça a été un sacré moteur dans ma vie. Parce que à Mhm. chaque fois, quand il a fallu faire des choix entre rester dans ma zone de confort et étendre mon cercle de compétences, quitte à me prendre des gamelles, eh ben, à chaque fois, j'ai choisi de prendre des gamelles et de me confronter à quelque chose qui semblait être risqué, mais toujours en mesurant les risques. Parce que quand j'ai intégré le petit bureau d'études, tout de suite, je me suis dit, ouais, mais si ça marche pas, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, à chaque fois, c'était OK. Il n'y avait pas de Mhm. problème parce que si ça marche pas, bah, c'est pas grave. Tu n'as même pas Mhm. 30 ans. Tu n'as Ouais. même pas 30 ans. Tu as un diplôme qui est valorisé sur le marché. Tu pourras retrouver du boulot. Et après, quand j'ai intégré la Mitsubishi Electric, qui a plus une allure de PME, donc même dans la taille des boîtes, j'ai un peu tout fait. J'ai fait la grosse boîte à plus de 100 000 salariés. J'ai fait la petite boîte, ça se compte sur les doigts d'une main le nombre de Mhm. personnes. Donc là, tu deviens un pilier. Et ensuite, j'ai fait la PME. Mitsubishi, c'est quelques centaines de salariés. Mhm. Et, euh, et à chaque fois, je pense que ça, c'était la curiosité de découvrir et l'envie de découvrir de nouveaux territoires, de nouveaux environnements, de nouvelles compétences, parce que pour moi, c'était le synonyme de résilience. En fait, c'est Nassim Taleb qui dit ça, devenir antifragile. Ouais. C'est, et je pense que ça passe par découvrir le maximum d'expériences possibles, tout en étant tout en étant quand même assez serein dans ta vie. L'objectif, c'est pas de se mettre tout le temps en danger, mais d'être à l'équilibre entre quelque chose dans lequel on se sent bien
mais toujours quelque chose qui nous challenge un peu. Hmm. Et je pense que c'est ça que j'ai cherché à chaque fois. Mais du coup, si tu dis qu'il y a une peur du manque, un besoin du coup, presque de remplir, que tu manques de quelque chose, qu'est-ce qui t'a manqué en 2021 pour que tu prennes la décision de quitter le salariat? Ce qui m'a manqué, ça a été le fait de me dire, il y avait cette pensée tout le temps, ouais, mais ce que je fais, tout le monde sait le faire. Ok. Tout le monde sait le faire. Et, et aussi, il y avait une pensée qui me hantait la nuit. C'était, alors, c'était pas toutes les nuits, mais quand j'y pensais, ça me rendait triste. C'était, ouais, mais demain, imagine, Mitsubishi décide de se séparer de toi. Alors, ça se passait très bien, hein, Mhm. toujours ça. Et tu fais, mais qu'est-ce que tu vas faire? Ah, bah, je vais rechercher du boulot. Ouais, donc, en fait, pour recommencer le même schéma, savoir que tu te retrouves chez un employeur chez qui ça se passe bien ou pas bien, mais tu es toujours tributaire de cette pensée qui te hante, qui est: «Et si demain tout s'arrête, qu'est-ce que tu fais?» Et Ouais. c'est ça aussi que c'est là l'opportunité que j'ai vue dans l'entrepreneuriat, qui a été de me dire: «Bah, prouve-toi que tu peux y arriver, que tu peux le faire et Mhm. que tu es capable de générer», ça fait un peu cliché, mais ta propre destinée et finalement de créer ta propre vie et Mhm. d'en être, d'avoir suffisamment de confiance pour te dire: «OK, donc maintenant si tout s'écroule, ça va». Ok. Ouais, c'est presque une forme. Là, pour le coup, l'apaisement, il est beaucoup plus fort que dans les moments de discussion que tu as eu avec toi-même pour savoir si tu passes d'une entreprise à une autre. Ouais, c'est ça et en fait, je pense que si j'avais pas eu cette expérience salariale, j'aurais pas j'aurais pas eu le cran de me lancer. Ouais. Je pense que c'est vraiment une combinaison de tout ça qui a fait qu'aujourd'hui, j'en suis là. Mais, Mhm. il y a 22 ans, ben, tu vois, j'ai pas fait ce choix-là de me lancer alors que j'aurais pu. Mhm. Je l'ai fait à 38 ans. Donc, pour moi, c'est vraiment l'aboutissement de toute cette réflexion-là qui a fait qu'aujourd'hui, ouais. Mmh. Ok. Et tu peignais déjà avant de te lancer, j'imagine. Ouais, en fait, ce qui se passe, c'est que quand j'ai découvert, l'aquarelle, je faisais quand même des métiers très rationnels. Mhm. Un logiciel informatique, c'est beaucoup de logique. Le marketing, en tout cas celui que je pratiquais, c'était aussi quelque chose de très structuré et ce côté structuré, il a toujours fait partie de moi et mais je sentais que j'avais un autre besoin et c'était un besoin plus de spontanéité, de créativité et de lâcher prise Mhm. et aussi ce besoin de me dire: «Ouais, mais ce que je fais chez Mitsubishi, dans le bureau d'études, chez Schneider Electric, n'importe qui peut le faire». Alors, ça peut être faux, ça peut être vrai, mais c'était une croyance que j'avais et et qui m'embêtait parce que pendant longtemps, je me suis posé la question: «Mais qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Mhm. Pourquoi je suis fait?» Et c'est même pas qu'est-ce que je veux faire, c'est un moment, je me suis demandé: «Mais pourquoi je suis fait? Dans Mhm. quoi je peux faire une différence?» et et ça a été, ouais, ça a été vraiment une grosse réflexion et dans l'aquarelle, bizarrement, c'est là où je m'y attendais le moins. Hem, Quand le jour où j'ai réussi à peindre une aquarelle dont j'étais vraiment fier, je l'ai posée, je me suis éloigné et là, je me suis dit: «Waouh, ça, il y a que moi dans ce monde qui peut faire ça». Mhm. Ce sentiment-là de fierté, de reconnaissance, de gratitude pour la vie, hein, en général, hem, ça a été tellement fort
tellement puissant que bah, même si je gagnais pas d'argent avec, même si, eh bien, je me suis dit, bah, continue. Parce que Mhm. ça, il n'y a que toi qui sais le faire dans ce monde. Il n'y a que toi Mhm. qui peux offrir ça au monde et qui peut t'offrir ça. Mhm. Et donc, c'est un petit peu comme les sportifs qui, à un moment, deviennent accros à ça, ce sentiment, ouais, de pleine puissance ou en tout cas d'épanouissement profond. Mhm. Et ce que je trouvais pas dans le salariat ou en tout cas dans les métiers que j'exerçais, il y avait quelques moments d'épiphanie comme ça où je me souviens, c'était, je devais prendre la parole devant 200 personnes et j'avais construit un discours et j'avais travaillé le truc pendant des jours et des jours pour 10 minutes de passage. Et après mon passage, les gens étaient venus me voir dans l'entreprise en me disant, waouh, c'était hyper inspirant, c'était génial, j'ai adoré, j'ai pas perdu une miette. Euh, et dans ces moments-là, j'étais hyper fier et je me disais, bah tu vois, là tu touches du doigt un truc que toi seul es capable de faire, mais ça durait pas longtemps. Et Mhm. c'était pas tous les jours, et c'était pas tout ça. Et donc, je me raccrochais à ces moments-là pour me dire, bah déjà, dans ton métier, tu fais des trucs de dingue. Mais à l'aquarelle, c'était quasiment tout le temps, à chaque fois que je faisais un truc que je trouvais super beau, que j'avais ce sentiment-là. Donc oui, j'étais devenu un peu accro à ce sentiment-là, ce qui fait que bah, je peignais, quoi. Mhm. Ouais, ok. Je comprends l'idée. Il y a aussi dans ce que tu dis l'envie de trouver ton unicité, d'être unique. Et du coup, dans les boulots que tu faisais, il y avait un petit peu aussi cette peur d'être remplaçable, d'une certaine manière, qui du coup est un risque. Il y a à la fois la volonté de ne pas être juste un pion parmi les pions, et aussi cette volonté d'être irremplaçable dans une activité propre. Et tu as découvert l'aquarelle justement pour ça. Parce que, tu vois, on pourrait dire, oui, mais tu dis, ouais, ce que je fais, tout le monde peut le faire, mais tout le monde ne peut pas le faire à ta manière. Donc il y a quand même une forme d'unicité dans les boulots que tu as fait avant. Mais par contre, dans l'aquarelle, dans le sentiment que tu décris, je crois que c'est chez Freud, il appelle ça le sentiment océanique, où on a l'impression de vraiment ne faire plus qu'un avec l'océan de la vie. Bon, c'est très réducteur ce que je dis, mais je vais pas partir dans une analyse de Freud. Mais il y a ce sentiment-là t'as- t'as- et c'est ça, je trouve, quand on découvre sa voix, c'est vraiment ce sentiment d'être là. C'est ce que en latin on dit le hic et nunc, le ici et maintenant. De la même manière que quand tu vois, c'est avec Jérémy Coleman, on parlait de ça dans une autre émission, le gnou qui se pose pas la question, est-ce que je suis peut-être un zèbre, est-ce que je fais le bon gnou ou quoi? Non, il fait le gnou et c'est pareil pour tous les autres animaux. Et dans ce que tu décris, il y a vraiment ce truc-ci. Ce que je fais, c'est ce que je dois faire là, maintenant, ici. Ouais, c'est ça. J'avais vraiment l'impression d'avoir trouvé ma place Ouais. dans ce monde. C'est vraiment ça. Le sentiment que j'ai eu quand j'ai fait ces aquarelles-là, c'était, ouais, je peux pas faire, c'est exactement ce que je devais faire et je l'ai fait. Et à partir du moment où tu as l'impression que les planètes s'alignent Mm. entre ce que tu, ouais, ce que tu, ce que tu sens vraiment au fond de toi, en fait, tu le sens, quoi. Mm. Comme tomber amoureux, tu le sens. Tu sais pas, tu sais pas vraiment décrire le truc. Tu sais pas vraiment décrire des critères de je suis amoureux ou je suis pas amoureux, Mm. mais tu le sens au fond de toi. Et là, l'aquarelle, ben, c'était un peu ce sentiment-là. Ça a sonné comme une évidence de c'est ta voix. Ça y est, Mm. c'est ça. T'as trouvé en fait l'activité qui va développer ta créativité et qui va te rendre heureux. Mm. Et comment est-ce que tu as découvert l'aquarelle? Parce que il y a un côté un peu mystique dans le fait de trouver sa voie, mais ça, ça s'expérimente. Donc n'aurait pas pu être la pâtisserie, par exemple. Ouais, c'est vrai.
c'est que il y a des signes avant-coureurs, mais qu'on ne voit pas forcément, qui sont... j'avais fait une petite peinture en troisième au collège, et je me souviens, ma sœur, elle critiquait tous mes dessins. Elle disait, oui, ça c'est moche, ça c'est moche, ça c'est moche. Donc on était un peu dans l'amour vache. Et puis, il y avait une peinture, c'était mon initiale, R, et que j'avais peint. Alors, c'était pas de l'aquarelle, hein, c'était une sorte de gouache, mais il y avait du orange, du gris, enfin bon, il y avait plein de couleurs et j'avais mis une casquette sur le R, et puis les deux pattes du R faisaient comme des jambes. Et, et donc, je lui avais donné vie. Et là, il avait dit, ah, ça, c'est bien, ça. Et en fait, c'est la première fois qu'elle m'avait dit ça et je me suis dit, je fais, waouh, et tout. Et, et puis, il y avait ça déjà, cet événement-là, mais qui date de la troisième, mais qui m'a poursuivi. Et le fait que je t'en parle aujourd'hui, c'est que ça m'a marqué. Et l'autre point aussi, c'est que je regardais de temps en temps des vidéos de peinture sans jamais m'y mettre, mais je m'arrêtais quand même sur les vidéos à l'aquarelle parce qu'il y avait une forme de magie là-dedans. Il y avait les pigments, une forme de vie qui était propre à l'aquarelle et qui me fascinait. Et je regardais, et du coup, sans m'en rendre compte, je pense que il y avait mon cœur qui se dirigeait vers cette activité-là. Et le jour où j'ai décidé d'acheter un petit peu de matériel, et puis j'avais pris aussi un petit cours dans ma ville pour faire un peu de dessin, et notamment il y a un moment où j'avais découvert l'aquarelle. Je pense que ça a été l'aboutissement de toutes ces petites briques, mais qu'on ne voit pas forcément. Donc là, il n'y a pas eu de prise de conscience vraiment, mais ça a été plus le cheminement sur plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs années, avec à chaque fois des petits cailloux que tu déposes et qui t'emmènent dans une destination dont tu n'as pas forcément conscience au début, mais quand tu regardes rétrospectivement, tu te dis, ah, en fait, c'est vrai que ça a du sens maintenant. Je vois qu'il y avait plein d'indices qui m'ont dirigé vers ça. Est-ce que du coup, tu dirais qu'il y a des activités que tu faisais étant enfant que tu concrétises maintenant? Enfant, je me suis jamais fixé comme objectif de devenir un artiste. Mais je me souviens juste que j'étais pas mauvais en dessin, que j'étais en cours de dessin et d'art plastique, j'entends. Et, mais de mon enfance, je me souviens pas avoir vraiment rêvé de peindre, de devenir un artiste, etc. Ça a jamais fait partie de mes grands rêves. Et même, j'ai jamais vraiment envisagé d'en faire un métier jusqu'à très récemment, finalement. Ce que je remarque chez mes invités et chez mes clients, généralement, il y a une forme de boucle qui se crée au sens où pas forcément le type d'activité, mais le sentiment qu'ils avaient en jouant, par exemple, ou le fait de créer. J'avais interviewé Benjamin Merci, qui est un concepteur-rédacteur, et il m'expliquait qu'enfant, lui, passait toutes ses après-midi à écrire des histoires, par exemple, ou des choses comme ça. Moi, dans mon cas, enfant, je passais mes journées à poser des questions ou méditer sur le monde, enfin, vraiment poser devant un arbre comme ça, on me dit, ah, ça pousse, c'est bizarre. Mais donc dans ton cas, il y avait peut-être, alors c'est pas sûr, hein, j'ai pas la science infuse, mais il y avait peut-être déjà, comme tu dis, ces petites billes qui remplissaient petit à petit ton sac. Peut-être que tu étais déjà un petit peu créatif aussi. Ouais, c'est possible, c'est possible. Et le jour où j'ai posé de la conscience dessus, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, effectivement, je peux pas te dire, je me souviens pas trop en fait de mon enfance. Je me souviens que je jouais au Lego, je me souviens que je lisais et, euh, et j'aimais bien m'évader. Mais est-ce que je peignais beaucoup, je dessinais beaucoup, ça me dit rien en fait. Non, mais après, c'est pour ça, ça arrivait pas mal de fois. C'est pas pour ça qu'à chaque fois, il y a l'enfance qui revient et qui refait surface.
Mm. Et est-ce que tu dirais que ta reconversion, donc passer vraiment du salarié à l'entrepreneuriat, comment tu l'as vécu? Est-ce que c'était difficile? Est-ce que c'était excitant? Les deux? Ouais, c'était plutôt excitant et difficile. Et Hmm. difficile. En fait, comment dire? Il y a plusieurs choses dans ma vie où je me dis, bah, si j'avais su ce qui m'attendait, je suis pas sûr que je l'aurais fait. Hmm. Par exemple, la prépa, si j'avais su que je me coucherais à 2 heures du matin et que j'arriverais le lendemain décalqué et que je devais être à 300% pour suivre le cours parce que sinon je savais que j'allais encore prendre du retard, euh, et que le stress des concours, enfin, tout ça, si j'avais su tout ça, ben, au niveau de conscience où j'étais au moment de prendre ma décision, peut-être que j'aurais dit non, mais finalement, ça me dit pas tant que ça. Et, et là, c'est à une échelle où je sens que j'ai quand même plus de recul là-dessus parce que je me dis, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Mais je me dis, de toute façon, ça sera difficile. Et effectivement, c'est difficile, l'entrepreneuriat. Mhm. Mais à la fin, je me suis retrouvé face à un choix en me disant, OK, est-ce que tu veux faire carrière dans l'entreprise dans laquelle tu bosses actuellement et devenir manager, avoir des responsabilités, qu'on te fixe des objectifs et ça sera cool aussi? Ou est-ce que tu veux vivre une aventure qui peut te faire peur? Tu connais pas, tu sais pas ce qui va se passer, mais par contre, il y a moyen que tu vives des émotions qui soient 10 fois plus fortes. Mhm. Et, euh, et je pense qu'à ce moment-là, je me suis dit, bah, le choix, je l'ai réduit à un truc assez binaire. Je me suis dit, bah, soit tu veux vivre des émotions, soit, et tu troques ces émotions et ces expériences contre la sécurité, Mhm. soit tu mises sur la sécurité au détriment des émotions. Mhm. Et, euh, et le choix, bah, pour moi, ça a été de me dire, bah, on n'a qu'une vie, merde. Mhm. Vas-y. Et pareil. Et au pire, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu as développé un réseau, tu as des gens avec qui tu t'entends bien. Et je suis parti en très bon terme dans l'entreprise de laquelle je suis parti, et même des trois desquels je suis parti. Et au pire, tu recontactes ces gens-là. Et Mhm. puis voilà. Mais vis cette vie que tu as envie de vivre. Et je veux pas qu'à 60 ans, tu arrives et que tu te dises, putain, à un moment, j'ai eu le choix et effectivement, j'ai fait le choix de la sécurité, mais qu'est-ce qui se serait passé si j'avais fait le choix de l'aventure et de la découverte? Et là, ben, je suis hyper fier d'avoir fait ce choix-là. Mhm. Hyper fier. Peut-être que justement, tu as gagné en maturité, en sagesse, alors que peut-être que si tu avais commencé dès le départ, dans la fougue des 22 ans, j'ai l'impression de parler comme un vieux quand je dis ça, mais on n'est pas aussi sage à 22 ans qu'à 38 ou à 30 pour ma part. Mais peut-être que tu n'aurais pas, t'avais peut-être besoin justement d'être confronté à la sécurité avec un peu trop d'ordre pour justement ensuite te rendre compte que trop d'ordre ne permet pas du coup toute cette créativité, ne permet pas de libérer euh, tout ce que tu es au fond de toi. Oui, effectivement, il y avait cette forme de frustration, mais il y avait aussi cette forme d'opportunité. En fait, j'aime bien voir tous les événements de notre vie comme quelque chose à la fois une forme de fardeau, mais aussi une forme d'opportunité. Donc effectivement, il y avait ce poids du quotidien et de la routine qui faisait que c'était pas facile à vivre tout le temps au quotidien, même si j'avais pas de quoi me plaindre. Euh, de
quand tu regardes ma situation, j'avais des revenus stables, j'avais des choses qui étaient somme toute intéressantes à faire, des responsabilités, du management, etc. C'était cool. Mais, euh, mais c'est vrai que je sentais qu'il me manquait quelque chose. À côté de ça, je me suis dit, mais en fait, c'est le meilleur moment pour te lancer. Hmm. Parce que tu as contracté un crédit immobilier, mais imagine si tu avais été entrepreneur. Les entrepreneurs, ils galèrent à trouver un prêt parce qu'ils n'ont pas forcément des revenus stables, parce que Hmm. les banques leur font pas forcément confiance. Mais là, tu l'as fait. Tu n'as plus à le faire. Euh, j'ai 2 filles Ouais. avec la femme dont je me suis séparé. Mais bah, en fait, t'es papa. Hmm. Tu as découvert la parentalité. Et c'est génial. Et en fait, je me suis dit, mais à 38 ans, tu as déjà fait tellement de choses et est-ce que c'est pas justement le meilleur moment dans ta vie pour te lancer? Parce que il y a plein de trucs que tu as déjà fait et que tu n'aurais pas pu faire si tu avais démarré en tant qu'entrepreneur. Mhm. Donc pour moi, en fait, la situation était limite parfaite. Il y avait le juste de frustration pour Mhm. me dire, bah, c'est ton moteur pour te lancer. Et il y avait cette forme de chance et d'opportunité d'avoir vécu ces 15 années de salariat pour me dire, bah, OK, maintenant, tu as mis un petit peu de côté, donc tu peux voir venir les choses. Tu as, un logement à toi. euh, Tu as 2 filles que tu aimes et voilà, et tu as envie aussi de leur transmettre. Il y avait ça aussi. Parce que qu'est-ce que tu as envie de transmettre à tes enfants? Est-ce que tu as envie de transmettre le fait que ah bah papa, il rentre tard le soir et bon, il a l'air fatigué, mais en même temps, on a la chance de vivre dans un endroit qui est sympa, qui est calme, qui est agréable. Ou bah ça n'a pas été facile tous les jours, mais purée, mon père, il a suivi son rêve Mhm. et Et effectivement, des fois, peut-être qu'il a fallu se serrer la ceinture, peut-être que c'était pas facile, mais il avait des étoiles dans les yeux et ça, c'est super inspirant. Et en fait, je me suis dit, OK, peut-être que je pourrais pas leur payer les études auxquelles elles aspirent, l'école de leurs rêves, etc. Mais est-ce que c'est ça le plus important? Ou est-ce que c'est le fait de te dire, bah, j'ai envie de montrer à mes filles qu'elles peuvent vivre la vie qu'elles veulent. Et le meilleur moyen de le faire, c'est de l'incarner. Mhm. Donc pour moi, c'était aussi l'opportunité de montrer ça, quoi. Et quitte à ce que je me foire, et si je me foire, eh ben, je leur montrerai aussi que rater, c'est pas grave. Mhm. Entre guillemets, rater, parce que est-ce que c'est vraiment un raté ou pas? Donc, c'est en fait, il y avait tellement de choses qui me poussaient à me dire, mais vas-y, parce que c'est la chance de ta vie, là. Non, carrément, c'est hyper inspirant ce que tu dis là, et j'espère que ça inspirera également nos auditeurs, parce que c'est aussi le but de cette émission, c'est de montrer que c'est possible. Il me semble que c'est même, je crois que c'est Jacques Prévert qui disait ça, on devrait essayer d'être heureux, ne serait-ce que pour montrer l'exemple. Et il y a clairement ça, c'est que il y a un moment, soit tu as une vie, on va dire, par défaut que tu subis, donc tu as peut-être ton confort, tu as peut-être ta sécurité, mais c'est pas des choses que tu emporteras dans ta tombe, hein. À la fin, tu peux être hyper en sécurité ou vivre tes rêves, la fin reste la même, c'est rongé par les vers. C'est un peu trash, on dit comme ça, mais ça ne change rien à la fin de la vie. La fin de la vie, c'est le décès. Et c'est ce qui se passe entre-temps, entre la naissance et la mort qui compte. Et on n'emporte pas la sécurité avec nous. Et je voudrais rebondir là-dessus avec une question pour élargir un petit peu notre discussion du point de vue collectif. C'est que là, tu vois, on parle beaucoup de vagues de démission, on
parle beaucoup de métaverse, etc. Comment tu imagines, toi, l'avenir du monde du travail? Hum, En fait, je me dis qu'on est tous uniques. On a tous notre pool de compétences et notre caractère qui est unique. Et il y a une place qui est réservée à chacun de nous. Et dans notre vie, bah, le but du jeu, parce que c'est un peu comme un jeu, c'est de trouver cette place-là qui nous est accordée. Et j'aurais jamais pu imaginer ce qui aurait pu arriver, ce qui est arrivé après m'être lancé. Mais quand je reçois des mails du style, bah, merci d'être qui tu es, tu as changé ma vie, tu changes la perception que j'ai de moi-même. Euh, j'ai plus d'indulgence grâce à toi, grâce à ton contenu, grâce à ta philosophie. Et j'ai jamais autant pleuré aussi depuis que je suis entrepreneur. Mm. Pleurer de gratitude, pas de colère, pas de frustration, mais vraiment de gratitude et de reconnaissance envers ce que je vis. Et pour moi, c'est un cadeau de la vie. Bah, dans cet espace-là, j'ai plus peur. Mm. J'ai plus peur du tout. Parce que je me dis, oui, au fond, on finira tous entre quatre planches, mais on, du coup, autant vivre le maximum d'émotions possible. Et ça, bah, pour moi, le monde du travail, c'est vraiment que chacun puisse exprimer son unicité. Mm. Et c'est là où je me dis, bah, finalement, on peut se dire, ah, la concurrence, le marché. Alors oui, c'est sûr, il y a tout ça, mais à partir du moment où tu découvres qui tu es vraiment et ce que tu peux apporter au monde et que tu te connectes à ça tous les jours, bah, j'ai l'impression que toutes les peurs disparaissent. Mm. Et c'est vraiment un niveau, c'est très spirituel, mais et, et je me dis, dans cet espace-là, il peut rien t'arriver. Mais du coup, par rapport à l'avenir du monde du travail, t'imagines plus ça comme la mission que chacun doit se donner de découvrir qui il est? Ouais, ouais, pour moi, c'est ça. Et donc, il va y avoir, moi, je le vois bien comme un clivage entre les métiers qui sont déjà prédéterminés et dans lesquels on va rentrer. Et Mhm. si un de ces métiers correspond à qui tu es vraiment, eh ben c'est cool, Mhm. Euh, c'est top. Par exemple, si toi, ton kiff absolu, c'est d'être commercial, bah, les métiers de commercial, c'est top. Mhm. Mais je me dis qu'il y a aussi pas mal de personnes qui ne rentrent pas dans ces cases-là. Mhm. Et à ce moment-là, eh bien, il est toujours possible de se créer cette case. Mhm. Et le monde du travail de demain, pour moi, c'est plus ça, c'est essayer de créer sa case. Ouais. Je le vois Ouais. comme ça. Donc, plein de petits business qui se créent ou même peut-être, tu vois, les entreprises, des grosses entreprises, si, et là, on est plus sur un enjeu de ressources humaines, hein. Mais si il y a une prise de conscience que, en fait, l'entrepreneuriat, c'est qu'un moyen, Mhm. un moyen Ouais. de trouver sa case. Si dans des grosses entreprises, elles parviennent à créer un espace suffisamment libre dans, dans lequel chacun peut exprimer son unicité, ah bah là, je pense que ça serait, ouais, je pense que ce serait le monde idéal, ça. Mhm. Ouais. Et là, je pense il y aurait tellement de nouvelles idées
Et puis, il y aurait peut-être 90% des idées qui ne marcheraient pas, mais tu vois, un gros pool de R&D, quoi. Un gros pool de recherche et développement dans l'entreprise, mais c'est plus une recherche et développement du talent unique de chacun. Et c'est comme Google, en fait, ils investissent dans je ne sais pas combien de boîtes, mais ils savent d'avance que 90% des boîtes ne donneront rien. Et moi, je me dis qu'une entreprise qui accueille les talents à bras ouverts en sachant d'ores et déjà que 90% ne donneront rien et qu'il y aura 10% de licornes, comme dans les startups, qui vont exploser la croissance de la boîte, là, ouais, moi, je le vois bien dans cette direction-là. Mais du coup, ça nécessite un changement de paradigme dans le monde du travail. Carrément. C'est pas parce qu'on parle beaucoup de la crise du monde du travail ou quoi que ce soit, mais c'est pas le monde du travail en fait qui est en crise, c'est la spiritualité globale des personnes. Mais comme si toute la société était en grande crise existentielle. Genre, on a eu un modèle pendant 200 ans qui n'était pas, n'épousait pas la complexité de la nature humaine. Et à un moment, ça bout, les gens n'en peuvent plus de ne pas être eux, parce que c'est pas possible. Mais effectivement, plus je réfléchis à ça, plus je pense que c'est, comme tu dis, un changement de paradigme qu'il faut pour que chacun puisse à un moment avoir au moins l'opportunité de trouver sa place, quitte à ce qu'il ne la trouve pas du tout, mais qu'on lui donne au moins les moyens d'essayer. Parce que je pense pas que dans 20 ans, les personnes de notre génération, et encore même celle d'avant, du coup la Z, puissent vraiment supporter le monde du travail tel qu'il est maintenant. C'est plus adapté non seulement à la société, mais à ce qu'est l'être humain, un être qui a besoin d'expérimenter du coup son humanité pour la découvrir. Ouais, c'est ça. Et puis quand je dis on trouve son unicité, ça ne veut pas forcément dire vivre dans le monde des bisounours et faire que ce qu'on a envie de faire. Non, bien sûr. Ouais, et c'est en fait choisir ses contraintes. Comprendre que d'emblée, il y aura des choses qu'on adorera faire et des choses qu'on n'aimera pas faire, dans lesquelles on ne se sent pas forcément inspiré, épanoui, mais que ça fait partie du jeu. Et c'est largement compensé par les phases où on arrive à exprimer vraiment notre compétence. Et là, si je prends mon exemple, aujourd'hui, j'ai l'impression que mon unicité, c'est une technique de peinture qui est correcte, qui est suffisamment bonne pour être à l'aise et pouvoir exprimer ce que j'ai en tête sur le papier. Première compétence. Deuxième compétence, c'est cette forme de spiritualité qui m'a toujours suivi. Et alors on peut parler de développement personnel, on peut parler de plein de choses comme ça, mais c'est vraiment pouvoir apporter ce souffle-là. Et ça, ça fait partie de moi. Et le dernier point, c'est ce fil directeur qui m'a poursuivi pendant toutes mes années de salariat, c'est cette pédagogie. Donc, quand tu regardes quelqu'un qui a ce côté, et puis ce côté structuré qui fait que maintenant j'arrive à faire des vidéos YouTube, à essayer de les rendre intéressantes, etc. Mais la peinture, un peintre artiste, pédagogue, qui a cette forme de spiritualité, en tout cas en quête de sens, qui connecte l'acte de l'art créatif au sens de la vie, et qui a ce côté structuré pour la comptabilité dans l'entrepreneuriat. Bon, voilà, il faut la faire quand même. Il faut pas, et là, il y a un côté un petit peu moins créatif. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Quand tu prends ces 4 compétences et que tu les mixes, ça donne Rémi Lac. Et ça, c'est pas forcément ton talent unique. Ça peut être une combinaison de talents. Il y a des artistes qui sont bien meilleurs que moi. Il y a des youtubeurs qui sont bien meilleurs que moi. Il y a des entrepreneurs qui sont bien meilleurs que moi.
Mais un entrepreneur, artiste, youtubeur suffisamment bon en pédagogie, aujourd'hui, il n'y a que moi. Et là, personne ne peut me concurrencer parce que c'est là où je sais que j'ai des résultats de dingue Mhm. et que les élèves que je suis et qui me suivent, ils m'envoient des messages, ça me fait pleurer. Ouais, Et quand j'en je doute pas, ouais. pleure, Mhm. pour moi, c'est l'indicateur, quand tu as des larmes qui te montent, c'est l'indicateur que tu as trouvé ta place. Mhm. Non, c'est clair. Je trouve que c'est une belle conclusion du coup pour cette émission. Il me reste trois petites questions. Est-ce que tu aurais un livre à conseiller à nos auditeurs? Euh, ouais, c'est un livre de Steven Pressfield qui s'appelle La guerre de l'art? La guerre de l'art, Ouais. exactement, et qui parle de ce concept de résistance Mhm. qui peut s'appliquer, qui s'applique à l'art, aux artistes, mais qui s'applique aussi aux choix de vie qu'on peut faire et qui, en gros, le principe, c'est de dire, alors c'est un livre qui est très court, mais le principe, c'est de dire, si tu éprouves de la résistance dans une direction, eh bien, c'est justement que c'est vers ça qu'il faut que tu ailles. Mhm. Donc, alors on peut dire c'est affronter ses peurs, c'est surmonter les doutes, vaincre la procrastination, les choses comme ça. Mais euh, je trouve que c'est hyper puissant comme concept de se dire, et ça fait aussi sortir de sa zone de confort. Donc, il y a plein de termes qui sont un peu équivalents, mais j'aime bien ce concept de résistance. C'est tu sens qu'il y a une résistance, mais Mhm. c'est justement vers ça qu'il faut que tu ailles. Ouais. Parce que c'est ça, c'est parce que ça va toucher quelque chose de profond en toi, profondément important en toi. Mhm. Ok. C'est donc la résistance comme indicateur de là où il faut aller. Mm. Et est-ce qu'il y a une citation ou un mantra qui t'accompagne? Euh, ouais, c'est qu'est-ce que ça peut être? J'en ai plusieurs qui me viennent en tête, mais c'est ouais, dans tout ce qu'on considère comme les ratés de notre vie, euh, quelle est l'opportunité qui se cache dedans? Mhm. Et du jour où j'ai vu ça, en fait, j'ai plus de problème à peindre. Parce que Mhm. quand je peignais des choses que je trouvais pas belles, et que je me disais, bah, maintenant, si on considère que ce que tu as peint et que tu trouves pas beau, c'est une opportunité, qu'est-ce que ça t'apprend? Mhm. Et ça, du coup, ça débloque tellement de choses, cette façon de penser. Cool. Et enfin, dernière question, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Rémilac. Et sinon, j'envoie aussi, et là, je poste une vidéo par semaine. Et j'ai un site internet qui s'appelle remilac.com où on peut s'inscrire à ma newsletter, un email que j'envoie, un email plutôt d'inspiration, parce que ce qu'on a tendance à penser, c'est que c'est la technique de peinture qui fait tout. Et au contraire, je pense que c'est probablement une des choses qui est importante, mais qui fait le moins et qui contribue le moins à notre créativité. Et il y a d'autres choses, notamment l'état d'esprit de l'artiste et plein d'astuces qui sont liées à la créativité, une façon différente de voir les choses, de voir la vie et aussi de faire le lien entre l'aquarelle et la vie. Et ça, ce sont des choses que je partage beaucoup, beaucoup, beaucoup par email. Et j'envoie un email par semaine aux personnes qui me suivent.
Ok. Ouais, de toute façon, je mettrai les liens en description. C'est la fin de cette émission. Je te remercie beaucoup. C'était hyper inspirant, hyper intéressant. Je te laisse le mot de la fin. Bah, merci Simon de me laisser l'opportunité d'exprimer, de raconter mon parcours. C'est vrai que c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de raconter, mais en tout cas, c'est un super espace, je trouve, ce podcast pour, pour pouvoir raconter qui on est et que les gens découvrent aussi. J'espère que ça donnera des idées à tes auditeurs sur des choix parfois qui sont difficiles à faire. Et je me souviens d'une formation que j'avais fait justement en entreprise qui consistait à... Alors, je me demande si c'était pas une formation sur la gestion des émotions, mais il y avait un concept que je trouvais super intéressant. Et le formateur nous avait parlé du concept de caméra on-off. Ok. Et qui consiste à dire, quand vous ressentez quelque chose, voyez-le comme une caméra en fait dans la rue ou dans votre pièce, une caméra qui est en train de vous filmer. Donc, activez, mettez caméra on et regardez ce qui se passe. Et en faisant ça, eh ben, on prend de la perspective sur notre propre situation et souvent, on arrive à voir des choses qu'on ne voyait pas forcément et des choses toutes bêtes du style, ah ok, donc tu as vu dans quel état tu te mets là aujourd'hui? Est-ce que c'est cette vie que tu as envie de vivre? C'est pas la première fois. Imagine-toi dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans. Et ça, tu peux prendre cette perspective-là lorsque tu mets caméra on, parce que quand tu es en caméra off et que tu es en toi et que tu es ton émotion, c'est difficile de prendre du recul par rapport à ça. Et quand tu es dans la colère et la peur, souvent on prend les pires décisions. C'est clair. Donc, j'espère que ça donnera un peu de perspective à tes auditeurs. Et si ça peut les inspirer, bah, tant mieux. Et puis voilà. Bah, j'espère aussi. En tout cas, on se dit à bientôt. Ouais, merci Simon. Salut. Salut. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir par un commentaire ou une note sur votre appli de podcast préféré. Pour recevoir des conseils quotidiens pour changer de vie et même discuter directement avec moi, retrouvez-moi sur Instagram @SimonDelannoy. Et pour découvrir l'univers de mon invité, cliquez sur les liens en description. À bientôt!